Collège Visitation La Berlière, cours de géographie. Aujourd'hui, le climat. Les références à la base de cet exposé, le syllabus de géographie notions théoriques, première édition, page 46, ainsi que les fiches techniques 22 et 24 qui vous sont distribuées au cours. Si vous ne faites pas partie des élèves du collège Visitation La Berlière, vous pouvez toujours me contacter par l'adresse mail qui est affichée à l'écran et je me ferai un plaisir de vous envoyer les documents ad hoc. Vous pouvez consulter également le site du cours, le Blogéo. Commençons par une définition, si vous le voulez bien. Le climat est l'ensemble des caractéristiques de l'atmosphère et leurs variations en un lieu donné sur une longue période. Nous allons voir les différentes caractéristiques de l'atmosphère au cours de cette vidéo, mais ici j'aimerais insister sur le fait que le climat reprend tous les phénomènes sur une longue période. On observe des changements qui se font sur des dizaines d'années. Généralement, on se base sur des moyennes de 30 ans, ce qui oppose le climat à la météo. La météo, en fait, va observer également des mouvements de l'atmosphère, mais sur une très courte période. C'est ce qui distingue le climat de la météo. L'atmosphère, du grec atmos, la vapeur, et sphéra, la sphère, est en fait la couche d'air qui entoure la Terre. Nous voyons ici sur la représentation graphique de droite que l'atmosphère est composée de plusieurs couches, dont la première est la troposphère. La troposphère est la première couche de l'atmosphère, où on va retrouver des gaz en grande quantité comme le CO2, l'oxygène ou l'azote. Et au sein de cette troposphère, nous allons observer la plupart des phénomènes climatiques et météorologiques. Il n'y a pas 36 caractéristiques de l'atmosphère. Les principales caractéristiques auxquelles on va s'attarder, c'est les températures et les précipitations, c'est-à-dire la pluie, la neige et la grêle. On pourrait également prendre en compte la nébulosité, c'est-à-dire le nombre de nuages qu'il y a dans le ciel pour un endroit, ou l'ensoleillement, le nombre d'heures où le soleil brille effectivement, mais ces facteurs sont vraiment secondaires par rapport aux températures et aux précipitations qui sont vraiment la clé de compréhension de tout phénomène climatique. Les températures sont mesurées en degrés Celsius. Elles le sont à différents endroits. On mesure jour après jour, mois après mois, année après année, et on peut établir de cette manière des moyennes. On va établir par exemple les moyennes annuelles en prenant en compte par exemple 30 années de suite. Vous voyez qu'ici, la carte qui est proposée par l'IRM, l'Institut Royal de Météorologie belge, a pris une période de référence de 1981 à 2010. C'est vraiment une observation sur le long terme. Et on va constater que certaines régions ont les mêmes températures moyennes annuelles. On va les regrouper au sein d'une même catégorie et vous voyez qu'ici sur la carte, par exemple, toutes les zones en rouge ont une température moyenne annuelle comprise entre 10,5 et 11 degrés. Ces limites, on va les appeler des isothermes, c'est-à-dire que ce sont des lignes sur lesquelles tous les points qui constituent la ligne ont la même température moyenne. ISO, même, terme température. Une fois que je connais les températures des lieux, je peux calculer des amplitudes thermiques. Je vais par exemple, comme c'est proposé ici dans la formule, calculer l'amplitude thermique pour une année. En fait, il s'agit des températures les plus froides comparées aux températures les plus chaudes. Et ça va me donner une différence qui va me permettre de mesurer et de comparer les différents écarts de température entre différentes régions. Donc pour calculer l'amplitude thermique d'une année pour un lieu, je vais prendre la température moyenne du mois le plus chaud et je vais la soustraire, par exemple, par la température moyenne du mois le plus froid. Les précipitations sont mesurées en millimètres et 1 millimètre représente une quantité d'1 litre d'eau tombée sur 1 mètre carré. Les précipitations, c'est toute l'eau qui vient sous différentes formes de l'atmosphère, à savoir la pluie, la neige ou la grêle. Contrairement aux températures où on n'additionne pas les différentes températures jour après jour, où on fait directement une moyenne, les précipitations sont additionnées. Donc on va comparer des totaux de précipitations et ensuite on fera seulement la moyenne sur base de ces totaux.
Donc on voit sur la carte qui est proposée ici encore une fois par l'IRM pour une période allant de 1981 à 2010, on voit que les régions du sud du pays sont beaucoup plus touchées par les précipitations puisqu'on aura des valeurs allant jusqu'à 1400 mm par an en moyenne, alors que d'autres régions sont à moitié moins de précipitations, c'est-à-dire 700 mm par an en moyenne. On pourra calculer, sur base de ces précipitations, du bilan hydrique. Le bilan hydrique, en fait, est-ce qu'il tombe plus d'eau? Est-ce que le territoire du lieu choisi reçoit plus d'eau qu'il ne perd d'eau? Comment est-ce qu'on perd de l'eau? C'est essentiellement par évaporation. Donc si je soustrais l'évaporation des précipitations, j'obtiens le bilan hydrique. Si je perds plus d'eau par l'évaporation que je n'en reçois, ma région est située dans une zone aride. L'aridité, c'est un bilan hydrique négatif en fait. Les variations des températures et des précipitations pour un même lieu va me permettre de classer ce lieu dans un climat. Mais je pourrais tout d'abord aussi voir s'il y a une saison sèche. En fait, une saison sèche est une période où il va faire relativement chaud et où il y aura très peu de précipitations. Alors pour déterminer si une région connaît une saison sèche, je vais prendre le total des précipitations mensuelles de cette région et je vais les comparer aux températures mensuelles moyennes fois 2 pour le même mois évidemment. Et si la valeur que j'ai obtenue pour mes précipitations est inférieure aux températures mensuelles fois 2, j'ai une saison sèche. Nous pourrons retrouver à la fois les précipitations et les températures sur ce qu'on appelle un diagramme ombrothermique. Le diagramme ombrothermique va reprendre deux éléments, les précipitations sous forme de bâtonnets avec les valeurs qui sont indiquées en ordonnée à gauche et les températures sous forme d'une courbe avec les valeurs qui sont mentionnées à droite du graphique et toujours en ordonnée. Alors vous pouvez remarquer que ces valeurs sont moitié moins importantes du côté des températures que du côté des précipitations. Si je prends la valeur des températures et que je fais x2, j'obtiens au même niveau les précipitations. C'est ce qui va me permettre de directement voir visuellement s'il y a une saison sèche. Si le bâtonnet des précipitations passe en dessous de la courbe des températures, c'est qu'il y a une saison sèche. Donc je vois ici que pour Pékin, j'ai deux saisons sèches, à savoir celle-ci et celle-ci. Et encore celle-ci, elle n'est pas forcément évidente. Je peux voir également sur certains diagrammes directement les valeurs, mais ça, c'est pas forcément toujours le cas. Vous avez ici aussi au niveau annuel, les totaux annuels. Et ce qui est très important, pour pouvoir localiser après ces différentes stations météo, où les relevés sont faits quand même pour des périodes assez importantes. Vous voyez ici c'est 1961 à 1990, toujours une trentaine d'années. J'ai la latitude, la longitude et également l'altitude, puisqu'on verra plus tard que l'altitude a un rôle considérable sur la définition du climat d'une région. Une fois les différentes données relatives aux températures et aux précipitations collectées et comparées, on va pouvoir définir différents climats pour les lieux qui auront les mêmes variations de température et de précipitations selon les mois. On va classer ces différents climats et la classification qui est généralement retenue par la communauté scientifique est celle du biologiste Köppen, qui va être précisée par son collègue Geiger un peu plus tard, et qui débouche sur 5 grandes familles de climats. Ils sont tous désignés par une lettre allant de A à E, A étant les climats les plus chauds et E les climats les plus froids. On aura tout d'abord les climats tropicaux, les climats A, qui sont représentés sous cette carte de l'université de Melbourne dans les couleurs bleues. Nous aurons ensuite les climats secs en B, représentés dans des couleurs un peu plus chaudes ici. Ensuite, les climats tempérés en C. En D, les climats continentaux.
Et en E, les climats polaires, et de toundra, les climats polaires les plus froids. Voilà, évidemment, on peut voir que les climats les plus froids sont situés vers les pôles, zones qui reçoivent le moins de chaleur du soleil, et les régions tropicales sont situées plutôt autour de l'équateur, dans la zone intertropicale. Voilà, cette vidéo est terminée. Pour les élèves du collège Visitation La Berlière, n'oubliez pas de répondre au petit questionnaire. Et les autres visionneurs de cette vidéo peuvent éventuellement poser leurs questions sur YouTube. À bientôt. Au revoir.